Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour faire un point sur le passeport prévention. 3 mois après son lancement, beaucoup d'entreprises se posent encore des questions. Qu'est-ce qui est vraiment obligatoire? Comment l'utiliser au quotidien? Et surtout, comment rester en conformité sans complexifier les process? Aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, c'est justement de vous apporter une vision claire et pratique de ce qui fonctionne, des points de vigilance et des premières bonnes pratiques à retenir. Nous sommes aujourd'hui avec Geoffrey Michelet, consultant et formateur spécialisé en prévention des risques, qui va nous partager les enseignements clés de cette phase de mise en place. Tout au long de ce webinaire, vous aurez la possibilité de poser des questions via le bouton questions-réponses en bas de votre écran. Et nous y répondrons à la fin lors d'une session de questions-réponses de 15 minutes. Donc je vous laisse avec Geoffrey, à toi la parole. Merci Et Wendy. je te laisse partager. Parfait, merci. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez bien Oui, le on voit support ton à écran. partager? C'est bon? Oui, oui. Parfait. Eh bien, alors sans reprendre l'introduction de Wendy, on est ensemble voilà, pour une petite heure sur le passeport prévention 3 mois après. Je vais vous présenter quelques pratiques, quelques points de vigilance durant une petite demi-heure et ensuite il y aura ce temps de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à utiliser euh, l'onglet dédié à cet effet. On prendra le temps vraiment d'y répondre à la fin. Alors, on va pas revenir sur ce que nous avons déjà dit durant le premier webinaire qui s'était déroulé au mois de septembre, lorsque le passeport prévention a été déployé et accessible pour les organismes de formation. Là, c'est vraiment de prendre un peu de recul sur ces 3 mois et comment les organismes l'utilisent aujourd'hui, surtout comment ils déclarent. Euh, Au programme, donc, les observations sur 3 mois, un retour d'expérience des entreprises utilisatrices, donc spécifiquement les organismes de formation, les points de vigilance et les prochaines étapes à anticiper pour être en conformité. Alors, un petit rappel, logiquement, si vous êtes ici, vous savez quand même ce que c'est que le passeport prévention, mais dans les grandes lignes, c'est un carnet numérique dédié spécifiquement aux compétences de formation santé-sécurité au travail. Et il y a un double objectif dessus. Donc, garantir une vraie traçabilité des parcours de formation et de permettre aux employeurs d'anticiper leurs obligations. Donc, ce passeport est accessible depuis avril avec une obligation pour les organismes de formation de déclarer certains types de formation santé sécurité au travail sur ce passeport, et ça depuis le 1er septembre. Donc aujourd'hui, on peut vraiment dire qu'on n'est plus sur une phase de test, mais sur une utilisation réelle du dispositif. J'ai déjà introduit donc un petit peu le calendrier de ce déploiement. Maintenant, quelles sont les prochaines étapes? Donc là, on peut dire qu'on est dans le dur depuis le 1er septembre. La prochaine grande étape, c'est le 16 mars, c'est l'ouverture de l'espace employeur. Donc pour vous, si vous n'êtes pas organisme de formation, vous allez pouvoir donc vérifier ce que les organismes de formation comme le CNFCE ou autres auront déclaré comme formation santé sécurité au travail. Euh, En fait, ils vont pouvoir enfin, vous allez pouvoir vérifier qu'ils ont bien déclaré les formations que vous leur avez confiées. Mais également, vous allez pouvoir déclarer les formations que vous réalisez en interne. Là, j'ai vu certains noms sur le chat et je pense à certaines personnes qui forment eux-mêmes leurs salariés en interne et qui vont donc devoir alimenter ce passeport prévention en insistant bien vraiment sur les formations santé, sécurité au travail. On verra un petit peu plus loin les critères d'éligibilité d'une formation. Autre grande étape, ça on l'attend avec impatience, c'est le 9 juillet 2026, c'est la mise en place de l'import en masse via des fichiers. Donc ça, c'est organisme de formation et employeur. Pareil, on fera un zoom sur cette grosse nouveauté. Et quatrième trimestre 2026, ça sera l'ouverture aux salariés, travailleurs pour consultation et déclaration d'initiative personnelle. Car aujourd'hui, un travailleur qui a été formé n'a pas encore accès à son historique de formation santé sécurité au travail. Et ça, il pourrait y avoir accès fin d'année 2026. On était rentré un petit peu plus en détail sur le premier webinaire sur cet aspect-là. N'hésitez pas à le revoir si vous avez le replay.
Alors, où en sommes-nous? Aujourd'hui, hein, enfin, depuis le 1er septembre, il y a plusieurs milliers de formations qui ont déjà été déclarées. Globalement, on peut dire que le système fonctionne bien, mais on est encore confronté à quelques difficultés. L'une étant véritablement le choix des bons codes et des compétences transférables. Alors c'est normal, hein, c'est que ça demande un vrai travail de structuration du catalogue interne des formations, du titre, contenu, des codes associés. Et donc nous, organismes de formation, on avait rarement l'habitude de coder aussi finement une formation. On se tenait à un programme, mais on n'avait pas cette habitude d'attribuer certaines codifications. On va rentrer un petit peu dans le détail justement, déjà sur le pourquoi ces codes. Hop. Alors, pourquoi ces codes? Déjà, il faut savoir qu'il y a trois familles de codes qui sont utilisées pour déclarer une formation sur le passeport prévention. On va avoir le format code, le code NSF et le code donc des compétences transférables, c'est ce qu'on appelle le code ROM. Une mauvaise codification, malheureusement, ça donne une formation qui va être difficile à exploiter. Un parcours de salarié incohérent et dans certains cas, une déclaration qui ne passe pas. Donc c'est vraiment le point central et c'est aujourd'hui, je dirais, donc la plus grande difficulté qu'on peut rencontrer. Et donc, point important, hein, sans codification correcte, hein, la déclaration peut être rejetée ou vraiment inutilement exploitable. Alors maintenant, zoomons un petit peu sur chacun de ces codes. Donc le format code, c'est vraiment la thématique de la formation. Ce code situe la formation dans un grand domaine, incendie, manutention, secourisme. On l'utilise systématiquement pour des formations non certifiantes. Alors vous pouvez entrer de 1 à 5 codes. Après, ça ne sert à rien de vouloir alimenter inutilement. Le bon réflexe serait de cibler 2, 3 codes, par exemple, pour la formation. Là, je vous ai cité quelques exemples. Alors, je ne vais pas vous lire à chaque fois les 42 872 qui est le code de sécurité incendie, et ainsi de suite. Pour rappel, hein, tous les codes de formation, que ce soit NSF, Pharmacode ou le code ROM, vous pouvez trouver la documentation officielle sur le site du passeport prévention. Donc, on a vu pour le format code. Maintenant, passons au code NSF. Le code NSF, lui, ne parle plus du thème mais du contexte professionnel dans lequel la compétence va s'appliquer. On est sur la spécialité, hygiène, sécurité, conduite d'engin, ainsi de suite. Là, on va entrer entre 1 et 3 codes NSF. Ça permet d'éviter les ambiguïtés et surtout les formations transversales. Pareil, donc, on peut vous citer quelques codes. L'un des principaux codes utilisés, hein, c'est le 344R, hygiène et sécurité. À partir du moment où vous êtes sur de la conduite d'engin ou sur de la certification, comme les certifications en habilitation électrique par exemple, on va partir sur un autre code NSF généralement. On pourra revenir en détail si vous avez des questions à la fin. Mais retenez, hein, que un des principaux, c'est le 344R. Et on termine par le code ROM, donc ce sont les compétences transférables, point essentiel, hein, par rapport au fait de déclarer ou non une formation dans le passeport prévention, on verra ensuite. Donc c'est vraiment le plus important. Ce sont les compétences réellement acquises par les apprenants. Ce sont les compétences qui seront valorisées dans le passeport du salarié et qui permettent de dire, oui, la personne sait faire ça. Donc là, on peut entrer au minimum, enfin, il faut entrer au minimum 3 codes et on peut en mettre jusqu'à 10. Et c'est obligatoire. Alors, cherchez pas à en mettre trop ou pas assez. Il faut vraiment essayer de cibler les bons codes ROM. Ça peut parfois aussi être soumis à interprétation. Ça, moi, j'en ai fait. Enfin, j'ai eu plusieurs échanges avec différents organismes que j'ai pu, avec qui j'ai échangé, et parfois on n'est pas forcément d'accord sur le code ROM à utiliser. Enfin, les codes ROM à utiliser. Donc ça, c'est de l'affinage qui se fera aussi au fil du temps. Donc voici pour les trois codes et vraiment la plus grande difficulté pour alimenter ce passeport de prévention. Maintenant, qui déclare quoi? Bon, aujourd'hui, ce sont les organismes de formation qui déclarent.
parce qu'entreprise, vous n'avez pas encore accès au passeport de prévention. Ça arrivera au mois de mars 2026. Vous, les employeurs, donc vous pourrez, à cette date-là, en mars 2026, déclarer vos formations internes. Donc tout ce qui est formation santé, sécurité au travail, hein. Là, on utilise l'acronyme SST, hein. Ce n'est pas que les formations sauveteurs secouristes du travail, c'est vraiment toutes les formations santé, sécurité au travail. Et fin 2026, les travailleurs eux-mêmes auront accès à leur passeport et pourront, si possible, enfin s'ils le souhaitent, alimenter eux-mêmes sur certaines formations passées. Maintenant, une question qui peut aussi revenir souvent, c'est les formations qui sont concernées par le passeport prévention. Alors, il y a un point essentiel, il faut que ça, pareil, hein, c'est que sur le site du passeport prévention, vous avez un simulateur. Donc, on pourra répondre à certaines questions à la fin de ce webinaire, mais n'hésitez pas à utiliser ce simulateur qui est véritablement très bien fait. Et dès le départ, de toute façon, on vous oriente à soit, en quelques clics, vous savez si une formation doit être déclarée ou non dans le passeport prévention. En soi, il y a quand même trois critères à prendre en compte. Le premier, c'est que c'est une formation, pour la déclarer, il faut qu'automatiquement ce soit une formation liée à la prévention des risques professionnels. Deuxième point, c'est qu'elle donne lieu à la délivrance d'un document formel, une attestation ou un certificat. Pareil, on va zoomer un petit peu justement sur ce petit point, sur cette petite notion attestation et certificat. Et troisième et dernier point, c'est de transmettre des compétences qui sont transférables. On entend transférables d'une entreprise à une autre. Si une des conditions manque, la formation ne sera pas à déclarer dans le passeport prévention. C'est vraiment le cumul de ces trois conditions. Alors, petit zoom justement sur la différence entre l'attestation et le justificatif, c'est-à-dire le certificat. C'est une confusion qui est quand même assez fréquente. L'attestation, c'est vraiment la participation. Ce n'est pas une évaluation certifiante, hein, pas de validité. C'est juste pour prouver que l'apprenant a été présent à cette formation du début à la fin. Typiquement, c'est ce qui est délivré par les organismes de formation à la fin d'une formation sur la manipulation des extincteurs, sur une formation prévention des risques professionnels, sur du geste et posture, par exemple. À l'inverse, un justificatif, c'est la réussite d'une évaluation. Là, l'apprenant a été certifié et donc on certifie qu'il maîtrise des compétences. C'est ce qui va être délivré par exemple sur les formations sauveteur secouriste du travail, sur une habilitation électrique ou sur une autorisation de conduite, enfin sur le CACES par exemple, après l'épreuve pratique. Généralement, ce sont des formations qui sont encadrées par un référentiel national. Je prends l'exemple du CNFCE, c'est cadré par l'INRS, l'Institut national de la recherche et de la santé. Maintenant, même dans le domaine de la prévention, des formations de prévention, il y a quand même quelques exclusions. Les premières, ce sont les formations de formateurs. Certaines entreprises font former des collaborateurs à eux en interne pour faire en sorte que ces formateurs forment leurs propres salariés. Ça arrive, je peux reprendre l'exemple de la formation incendie, hein, vous avez des grands groupes qui ont leurs propres formateurs en interne. Dans d'autres thématiques aussi, je pense à des métiers liés au transport. Là, vous avez vos propres formateurs internes. Eh bien, ces formations de formateurs ne sont pas à déclarer dans le passeport prévention. Également des formations qui sont purement internes ou procédurales. Si vous avez des procédures spécifiques internes à de la sécurité incendie, par exemple, et qu'en interne, vous formez vos salariés à vos conditions spécifiques, à votre site, à vos procédures, idem, ces formations ne seront pas à déclarer dans le passeport prévention. Et évidemment, des formations donc sans compétences transférables. Et dernier point, s'il n'y a pas d'attestation de formation à l'issue d'une formation, elle ne sera pas à déclarer dans le passeport de prévention. Ça permet d'éviter de surcharger inutilement justement l'alimentation de ce passeport prévention. Et donc derrière, tout ce qui en découle, le suivi, et ainsi de suite. Hop. Alors, je vous en ai parlé. Le simulateur, véritablement, c'est un outil très pratique, très bien fait. N'hésitez pas et n'attendez pas le mois de mars avant d'aller
mettre les mains sur ce simulateur si vous avez justement des formations que vous déployez en interne ou lorsque vous souhaiterez vérifier le travail des organismes de formation à qui vous avez confié vos formations santé, sécurité au travail. Alors, la grosse nouveauté qu'on attend, il va falloir encore patienter un petit peu pour les organismes de formation et pour vous, entreprise également, hein. Vous aurez accès à ce passeport prévention au mois de mars, mais ce qu'on appelle l'import en masse aujourd'hui ne sera pas encore accessible. Pour comprendre pourquoi on attend ça avec impatience, c'est qu'aujourd'hui, une session de formation qui est à déclarer sur le passeport prévention, c'est quoi? C'est une formation qui a duré entre 3 heures, par exemple, et 2 jours, qui va comprendre une dizaine d'apprenants. Eh bien, on va devoir déclarer cette session de formation, donc compléter tout un formulaire, hein. Pour ceux qui étaient là au mois de septembre, je vous avais montré quelques screens justement sur comment déclarer une formation. Et ça peut être assez chronophage. En déclarer une, ça prend une petite dizaine de minutes, on saisit tout à la main, apprenant par apprenant, en mettant le nom de naissance, le prénom, le numéro de sécurité sociale. Ça, pareil, ça peut être un point un peu particulier. C'est vrai que je n'ai pas de slide là-dessus, mais on peut l'aborder, la collecte d'informations. Euh, mais pour en revenir sur le temps pris pour une déclaration de formation, c'est quand même chronophage. Imaginez que vous ayez plusieurs dizaines de formations à déclarer sur une journée. Ça peut vite prendre beaucoup de temps sur sa semaine, enfin sur sa journée ou sur sa semaine de travail. Et donc cet outil-là, l'apport en masse, permettra d'importer via un fichier plusieurs sessions de formation d'un bloc et donc plusieurs dizaines, voire centaines de salariés d'un seul coup. Et on peut même espérer derrière à des automatisations grâce à des clés API avec nos logiciels internes. Bon, là, j'extrapole un petit peu. Donc ça, c'est vraiment la grosse nouveauté. Alors, il ne faut pas attendre qu'elle arrive au 9 juillet pour se dire, super, préparez dès maintenant vos fichiers et vos catalogues internes pour justement préparer ces exports. Donc là, ça introduit parfaitement justement ces bonnes pratiques qu'on peut mettre en place, alors que nous, organismes, nous avons déjà mis en place, mais qu'on va chercher à améliorer aussi avec l'évolution du passeport prévention et des outils qui nous sont mis à disposition. Mais vous, entreprise, vous allez avoir accès à cet espace à partir du mois de mars. N'attendez pas le mois de mars pour mettre en place vos outils. Donc déjà, première chose à faire, c'est de faire un inventaire des formations existantes et de vérifier leur éligibilité. Autant les formations que vous allouez, enfin, que vous confiez aux organismes de formation, faites ce listing-là, mais également que les formations que vous déployez en interne avec vos propres formateurs. Donc, créez un catalogue interne bien structuré avec les intitulés de formation, les différents codes que nous avons vus précédemment, les durées de formation. Pareil, c'est une partie à déclarer dans le passeport de prévention et les différentes modalités. Ensuite, lorsque vous y aurez accès, ne perdez pas de temps, déclarez dès que possible les formations. Dès qu'elles sont terminées, allez les déclarer. Et pour pouvoir la déclarer, il faut avoir collecté les informations avant. Donc le catalogue, hein, il faut l'avoir bien défini. C'est là où je vais faire aussi une petite parenthèse concernant les données personnelles des apprenants. Point essentiel, on avait longuement abordé ce sujet lors du premier webinaire. C'est la collecte du nom, du nom de naissance, du prénom et surtout du numéro de sécurité sociale. Aujourd'hui, la loi demande à ce que ces informations soient communiquées à l'organisme de formation pour qu'il puisse alimenter le passeport prévention. À défaut, souvent le numéro de sécurité sociale, sans ce numéro-là, il est impossible de compléter, de déclarer un apprenant sur une formation. Donc là, clairement, la formation ne sert à rien. On ne peut plus suivre cette formation pour cet apprenant. Donc, il n'y a plus d'utilité du passeport de prévention. Aujourd'hui, hein, il y a un décret qui autorise vraiment les organismes à collecter ça. Donc, vraiment avoir cette base de données, nom de naissance, prénom et numéro de sécurité sociale. Ensuite, bah, c'est d'avoir un processus interne pour les entreprises qui vont gérer eux-mêmes leur formation en interne. C'est donc qui déclare, qui vérifie aussi. Même si l'outil est bien fait, hein, s'il y a une erreur, par exemple, sur le code de numéro, sur le numéro de sécurité sociale,
l'outil vous bloque en vous disant qu'il y a une erreur dessus. Donc là aujourd'hui, c'est soit on laisse la déclaration en pause et on récupère la bonne donnée, soit on fait une première déclaration sans salarié et on refera une deuxième déclaration derrière. Et évidemment, c'est d'informer les salariés des objectifs et les règles du passeport. Donc nous, organisme de formation, on fait de la pédagogie avec vous, entreprises, autour de ce passeport prévention. Mais il vous appartient de faire justement cette communication avec pédagogie auprès de vos salariés et les informer de quels moyens ils auront, enfin quels moyens ils auront pour accéder justement à ce passeport prévention. Ça va être un petit peu comme le compte personnel formation, hein, pour vous spoiler. Et donc se préparer évidemment à l'arrivée de l'import en masse courant juillet 2026. Donc avoir ses fichiers propres, les codes stabilisés et les données centralisées. Hop. Alors, pour conclure sur cette présentation, on rentre vraiment donc, dans une phase où le passeport prévention est réellement opérationnel, hein, pour tous les OF, bientôt pour vous, entreprise, et d'ici une petite année pour les salariés. C'est vraiment un outil essentiel, hein, dans le pilotage des compétences. C'est aussi un outil de conformité et un outil de prévention. C'est un véritable levier. Euh, à vous de le suivre, à nous aussi, hein, de le déclarer, hein. Ça, vous allez pouvoir le vérifier d'ici peu. Euh, Donc voilà, en tout cas pour ces grandes, je dirais, enfin, ces points de difficulté qu'on a pu rencontrer, je pense en avoir fait le tour. Si vous en avez d'autres, vous allez pouvoir me les évoquer. On essaiera de voir un peu comment lever ces freins, ces clés à travers ces questions-réponses. Dernier point, c'est les ressources utiles euh, autour du passeport prévention. Évidemment, le site officiel, hein, le site du gouvernement sur le passeport prévention. Donc vous pouvez y avoir accès, c'est là-dessus qu'il y a le simulateur. Hum, Deuxième point, et là c'est le site internet de l'INRS. Vous avez la fiche passeport prévention, mais de manière générale, le site de l'INRS, hein, pour tout préventeur, c'est un peu une bible de chevet. La Caisse des dépôts également, hein, qui supervise aussi avec l'État la mise en place de ce passeport prévention. Et vous avez aussi la fiche synthétique PDF et de manière générale tous les documents PDF, hein, je vous invite à les collecter euh, et à vous faire vraiment une base de données. Ça va vous permettre vraiment de préparer derrière vos outils d'ici le mois de mars 2026. Donc, je pense avoir fait le tour sur les grandes lignes. Donc, en plus des questions-réponses, si vous avez toutes questions après ce webinaire autour de vos formations, vous pouvez contacter Myriam Tiouti, hein, donc la directrice des ventes du CNFCE. Donc, Wendy Daya, la Oui, merci présentation, beaucoup, Geoffrey, je t'en prie. pour cette présentation. Nous avons effectivement quelques questions. Nous avons une première question de Sarah. Est-ce que les formations guide fil serre fil, manipulation des extincteurs doivent faire partie du passeport prévention? Évidemment. Ah oui, c'est les formations sur la sécurité incendie, hein, prévention du risque incendie. Euh, Là, je vais donner un outil clé pour vous aider, en plus du simulateur et des différents documents PDF, pour savoir qu'en fait, si une formation liée à la santé sécurité au travail doit être déclarée, vous avez un autre moyen de savoir. En fait, c'est votre document unique. Dans le document unique, on reprend les différents types de risques présents dans une entreprise. Ces risques, ils ont été déterminés par l'INRS. Et qui dit risque dit formation, souvent formation obligatoire. Et les formations incendie, un guide fil, serre-fil, manipulation extincteur font partie des formations obligatoires pour toutes les entreprises présentes en France, qu'elles soient dans le domaine public ou dans le domaine privé. Et ça, dès le premier salarié. Donc oui, formation, manipulation extincteur, et quelle que soit la dénomination qu'on lui donne, hein, vous devez la déclarer dans le passeport prévention. Pareil pour les formations guide fil, serre-fil. Tout à fait. Euh, Très bien.
Merci pour cette réponse. Sarah également demande quelle est l'antériorité à importer pour la partie employeur. Alors, vous, en fait, pour les employeurs, ça sera à partir de la date butoir. Là, j'ai pas de retour sur l'antériorité. En fait, il y a même un planning. euh, Ça n'a pas été abordé. Là, on l'a fait sur le premier webinaire. C'est les catégories. En fait, les formations prévention ont été divisées en 4 catégories permettant d'avoir un certain temps et pour pas surcharger l'outil et pour pas surcharger les organismes pour déclarer toutes les formations santé sécurité d'un seul coup. Euh, Aujourd'hui, par exemple, jusqu'au 30 juin 2026, il n'y a que 2 catégories à déclarer dans le passeport prévention. Ce sont les formations obligatoires encadrées par un texte réglementaire, typiquement les formations amiantes, dans les milieux hyperbares, tout ce qui va être rayonnement ionisant, et les catégories 2, les formations obligatoires nécessaires pour occuper un poste, avec des habilitations ou autorisations, comme le CACES, les habilitations électriques. Et à partir du 1er juillet 2026, c'est là où arrive la troisième et quatrième catégorie, donc toutes les autres formations. Les formations, par exemple, sur la prévention risques liés au bruit, les formations gestes et postures, risques psychosociaux, risques routiers. Donc il y a un calendrier de déploiement. Après, moi, j'ai tendance, et je l'ai vu sur certains organismes, on ne se pose pas de questions. Depuis le 1er septembre, on déclare tout. En fait, toutes les formations santé, sécurité au travail, on déclare tout. Après, sur l'antériorité, on n'a pas eu d'antériorité. Il y a les dates à partir du moment où on a l'obligation. Donc pour les organismes, c'était le 1er septembre. Et pour vous, entreprise, ça sera à partir du mois de mars. Ok, très bien. Autre question. Est-ce qu'il faut déclarer la formation geste de premier secours en tant qu'organisme de formation? Alors, la formation geste de premier secours, est-ce que vous parlez d'une formation avec votre propre programme ou une formation sous label protection civile, par exemple? Encore que je pose la question, mais ça a peu de sens. Oui, dans tous les cas, on est sur une formation santé-sécurité au travail. C'est une formation avec des compétences transférables, qui plus est, si vous délivrez une attestation, vous êtes amené à la déclarer complètement. On Très peut bien. reprendre hein, le petit tableau, la petite slide qu'on avait ici. Hop, si je ne me trompe pas. Quel type de formation concernée? Donc, c'est une formation des prévention risque professionnel, premier secours. Si elle donne lieu à un document formel, hein, si vous la faites en interne, parce que vous avez un pompier volontaire qui fait des petites sensibilisations là-dessus, pourquoi pas? Encore que là, c'est un organisme de formation, je crois, qui a posé la question. Wendy, c'est ça? Pardon, j'ai pas entendu C'est un toi. organisme de formation qui a posé la question, non? Je pense oui. Ouais, donc elle délivre une attestation. Évidemment, oui, c'est à déclarer. Merci pour cette réponse. À partir de quel site les employeurs vont-ils devoir saisir les informations? J'ai cru comprendre Net Entreprise. Oui, le passeport prévention est accessible depuis Net Entreprise. Ok. Pour nous, organisme de formation, c'est également le cas aussi, oui. Euh, Va-t-on avoir un template du fichier type pour faciliter l'import en masse? Alors là, j'ai pas de réponse à vous fournir. Malheureusement, je ne pense. Voilà, ça serait que ma propre interprétation là de vous apporter une réponse. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse là-dessus. Effectivement. Euh, Alors là, il y avait une question que j'ai vu passer aussi. Y a-t-il un formalisme à respecter pour la création du catalogue interne? Non, mais un catalogue de formation, c'est derrière un titre, une durée et différents codes qu'on va lui attribuer, hein. Je vous remets la slide. Euh, Votre catalogue, il va devoir reprendre en gros une première colonne titre, une colonne durée, euh, 3 colonnes pour les différents codes, et encore dans une colonne, on va falloir saisir plusieurs codes. Et après, nous, organismes de formation, évidemment qu'on va beaucoup plus loin sur le catalogue, hein, c'est les objectifs, les prérequis, ce genre de choses. Et ça, je vais pas réapprendre aux organismes de formation à créer un catalogue et des programmes. Oui. D'autres. Oui, Je peux passer à la prochaine? vas-y, oui, oui.
La déclaration se fait de manière rétroactive seulement pour pour les formations encore valables. Alors là, c'est donc les formations certifiantes, j'imagine. C'est Parce qu'une pas, formation encore valable, si je prends par exemple la sécurité incendie, si je prends le texte de l'INRS, parce que le Code du travail ne va pas spécifier la périodicité, c'est l'INRS qui va indiquer c'est recommandé de faire la formation et de la recycler hein, entre 1 et 3 ans. Cela par rapport au risque auquel les salariés sont confrontés. Donc on ne peut pas mettre une date de recyclage sur une formation incendie, par exemple. Alors que la formation sauveteur secouriste du travail, oui, il y a une périodicité de 2 ans. Donc, vous n'avez pas l'obligation, si la formation SST a été réalisée, par exemple, début 2025, donc ce n'était pas encore une formation avec une obligation de déclaration dans le passeport prévention. Toutefois, si vous voulez utiliser le passeport prévention comme un outil de suivi, vous pouvez tout à fait la déclarer. Ça vous aidera à suivre la périodicité des recyclages. Parce que le passeport prévention, outre le fait de déclarer, faut voir aussi l'utilité. C'est que derrière, c'est pour vous un outil de suivi sur les périodes justement de recyclage de vos collaborateurs. Plutôt que d'avoir des tableaux ou des logiciels internes, hein, des tableaux Excel à ne plus savoir que faire, avec des filtres, eh bien, le passeport prévention va pouvoir vous aider à suivre la périodicité de recyclage de vos collaborateurs. Donc oui, vous pouvez tout à fait aller déclarer une formation qui a eu lieu au mois de mars 2025 ou même 2024 si vous voulez suivre le recyclage de vos collaborateurs. Alors, quels sont les délais de déclaration d'une formation pour les OF par session et pour les entreprises? Alors, si je ne me trompe pas, on avait une périodicité qui allait quasiment, enfin, si on reprend les codes, enfin l'interprétation qui était donnée sur le webinaire de la Caisse des dépôts, on avait quasiment jusqu'à 6 mois en fait pour déclarer. Alors, je vais pondérer un petit peu, je l'ai plus parfaitement en tête, entre 3 et 6 mois, mais là, moi, par rapport à ce que je vois sur le terrain, c'est que c'est déclaré dans le mois en fait. Ok. J'ai pas vu un organisme aujourd'hui, alors j'imagine pas que tous les organismes fonctionnent comme ça, mais à partir du moment où la formation a lieu, dans la semaine qui a suivi ou dans le mois qui a suivi, les organismes aujourd'hui déclarent leur formation. Et c'est ce que je vous disais, ne vous laissez pas submerger euh, par, euh, par votre flux de formation. Déclarer une formation, ça va vite, en déclarer 50 d'un coup, ça va devenir compliqué. Surtout tant qu'on n'a pas l'import en masse. Mais Euh, au minima 3 mois, il faudra reprendre avec précision ce que peut dire la Caisse des dépôts. Je crois qu'on était au minimum sur 3 mois et au maximum sur 6 mois. ok. Euh, Devra-t-on mettre les formations internes ayant eu lieu avant mars 2026? Mhm. Non, vous avez l'obligation, vous, à partir du mars 2026. Vous pourrez, si vous le souhaitez, hein, déclarer, ça ne bloque pas, hein, l'outil ne bloquera pas les déclarations passées. Et ça a du sens de le faire aussi hein, pour votre suivi interne et pour également donner des compétences dans le suivi de vos salariés si jamais demain ils quittent votre entreprise hein, dans le transfert de compétences. euh, Aujourd'hui, on a parfois des, des appels d'offres qui sont transférés d'une entreprise à une autre et il faut transférer les compétences, les formations d'une entreprise à une autre. Et le fait d'avoir alimenté ce passeport prévention sera beaucoup plus simple pour vous de faire ce transfert de compétences. Donc, il n'y a pas d'obligation, mais moi, je vous le recommande vivement. Merci. Les formations Gitfil-Serfil peuvent être déclarées même quand elles sont réalisées en interne. Alors, si vous avez si vous délivrez une attestation de formation, oui. Là, on reprend les 3 critères d'éligibilité. Ça, après, il faut voir comment vous le faites en interne. Est-ce que c'est une formation guide fil serfil ou est-ce que c'est une sensibilisation à l'évacuation?
Ça dépend de comment vous le cadrez en interne. Est-ce que vous avez le formateur? Est-ce que vous délivrez une attestation de formation? Est-ce qu'il y a un programme derrière? Des compétences transférables? Je vous renvoie à ce code-là, à ce slide-là, tout simplement. Alors, bonjour, nous avons une nouvelle obligation légale de Mhm. formation certibiocide qui a lieu le 15 décembre cette année et sans laquelle nous n'aurons plus le droit de commander des produits désinfectants à compter de janvier 2026. Ces formations aboutissent à une certification. Elle devrait être mise sur le passeport prévention de l'organisme de formation. Point d'interrogation. Alors, je ne connais pas cette formation certibiocide. Oui, c'est une formation qui rentre, Toutefois, je vois on la rentre produits effectivement au chimiques. CNFCE. Pardon? Non, on la rentre effectivement au D'accord. CNFCE, cette Ouais. formation. Et à partir oui, de lundi, Ok. c'est une nouveauté. Effectivement, Bon, là, bah, tu n'as peut-être pas la réponse pour cette formation-là. Après, voilà, rien qu'en prenant quelques termes hein, dessus, je vois formation certifiante, je vois produits désinfectants, donc risque chimique et potentiellement derrière un risque bactériologique hein, si on parle de désinfection. Euh, et je pense que donc il y a un certificat de réalisation, on est sur du risque avec des compétences transférables, donc il y a peu de doute, hein, je pense qu'elle doit être à déclarer sur le passeport prévention. Euh, je mets à 99% de certitude. Ok. Je vois qu'il y a encore Euh, 8. Ouais, on a encore le alors, temps de prendre les questions, il y en a encore 8 en suspens. interne, prévention. Ah, tu m'entends, Geoffrey? Ouais, je t'entends de loin, vas-y. Tu, tu m'entends? Ouais, Alors, ouais. je te lisais la prochaine. Par exemple, une formation animée par un formateur interne prévention des risques chantier animé en 2024 doit-elle être remontée dans l'outil? Il n'y a pas d'obligation, non. Il n'y a pas d'obligation. Et maintenant, de surcroît, est-ce que vous avez délivré euh, une attestation de formation aussi? Parce que là, en soi, on a des compétences. Alors, risque chantier, si ce sont des risques généraux d'un chantier à un autre, donc on est sur des compétences transférables. C'est une formation en lien avec la prévention des risques professionnels. Maintenant, est-ce qu'on a délivré une attestation? Si oui, en soi, on pourrait la déclarer, mais là, de par la date, non, il n'y a aucune obligation de la déclarer. Ah, je crois qu'il y a un petit souci de connexion Internet. Ah, Je ne sais pas vous si m'entendez? on a pu entendre toute ta réponse. Si, je pense que c'est de ton côté, Wendy. Enfin, D'accord, bien, très moi, du bien. mien, j'ai entendu. Eh bien, parfait. Ok. Je vais essayer de continuer. Merci d'ailleurs. Je vais essayer de continuer à poser des questions. Sinon, n'hésite pas à prendre le relais. Oui, oui, oui. Pour l'instant, t'entends bien. Alors, doit-on déclarer... Ah non. Bah alors, au Non, cas en où fait, non. Wendy, Daria, tu m'entends bien? Oui, oui, oui. Oui. Bah alors, moi, j'ai accès aux questions hein, donc sans problème. Ok. Euh, Oui, je vois que tu en as. Alors, ouais. Oh, on a perdu Wendy. Oui, on Ok. a complètement perdu Wendy. Euh, Bon, c'est pas grave. Il y a la question de Lou. Donc, est-ce que les formations à la conduite d'engin sans délivrance de CACES? Bah alors là, faudrait voir, parce qu'une formation à la conduite d'engin, un transpalette, en soi, on doit passer un CACES. Donc, je comprends pas trop le sens, en fait, euh, de cette question, malheureusement. Enfin, pardon, il y a un petit astérisque. Est-ce que nous devons les déclarer, du coup? Bah, conduite d'engin, Bon, oui. il y a forcément un CACES derrière. Mm. Oui, oui. Euh, il y a beaucoup de CACES différents. Il faudrait voir quelle est la certification derrière, hein, parce que tout ce qui est conduite d'engin, derrière, c'est pas qu'une attestation de formation, hein, il y a aussi une certification. Donc, obligatoirement, qui dit certification dit déclaration. Là, sinon, c'est une formation là, que je ne connais pas. Euh, je te laisse dire, continuer de lire les questions ou tu veux que je les reprenne d'ailleurs? Non, enfin, comme tu veux. Enfin, moi, ça me va. Vas-y.
Euh, alors, Christelle nous demande sous forme de tableau Excel. J'ai pas Oui, alors compris. là, j'imagine pour le fichier à importer. Ah oui. Oui, c'est ce qui tombe sous le sens aujourd'hui, hein. C'est un tableur Excel ou votre catalogue interne de formation. Oui, c'est l'outil le plus adapté. Ça peut être un tableur Excel, ça peut être une base de données Notion ou un outil interne que vous avez. Que faire si un collaborateur refuse de communiquer ses numéros de sécurité sociale à l'OF pour enregistrement dans le PP, dans le Eh ben, on est passeport coincé prévention? et on ne pourra pas alimenter le passeport prévention, tout simplement. Et donc là, nous, organismes de formation, on va, entre guillemets, vous prévenir, vous, entreprise, pour vous informer hein, qu'on ne pourra pas déclarer dans le passeport prévention et vous, entreprise, vous êtes hors la loi, tout simplement. En Euh, soi, vous, entreprise, vous avez accès à ce numéro de sécurité sociale et aujourd'hui, on est il y a un cadre légal en fait pour communiquer cette information. En tant qu'employeur, nous avons donc accès via Net Entreprise aux déclarations des OF. Oui, vous allez pouvoir suivre. Alors, non, pas aujourd'hui, pardon, hein, c'est à partir du 26 mars que vous aurez accès au suivi. Comment accéder au passeport prévention sur Net Entreprise? Est-ce qu'il faut créer un compte avec des codes fournis par quel biais? Alors, si vous êtes entreprise, vous avez forcément un accès entreprise. Vous avez forcément un accès à Net Entreprise. Ça, par le biais de votre service RH, généralement. Donc, rapprochez-vous du service RH. Après, si vous êtes, vous, pour l'instant, salarié, hein, s'il y a des salariés qui participent à cette formation, enfin, c'est à ce webinaire, non, vous n'avez pas accès à Net Entreprise. Là, c'est uniquement aujourd'hui, c'est uniquement les organismes de formation. Et donc, c'est un compte qu'on a créé sur Net Entreprise, hein, c'est avec le numéro de SIRET de l'entreprise et d'autres éléments. Et donc, pour les organismes de formation, on va mettre de côté, parce que vous avez déjà depuis plusieurs mois votre accès à Net Entreprise et que vous déclarez sur le passeport prévention. Pour les entreprises clientes et qui vont être amenées à déclarer leur formation interne ou à vérifier le travail des OF, bah là, rapprochez-vous de votre direction pour avoir accès à cet accès Net Entreprise. Mais là, j'en reviens sur ce qui était dit, ce que je mettais en avant sur les bonnes pratiques, euh, c'est de définir le processus interne. Qui déclare, qui vérifie. Tout le monde n'a pas accès à Net Entreprise dans une entreprise. Comme je vous le disais, c'est souvent un service RH, par exemple, ou un service formation, peut-être. Ça dépend de votre processus interne. Alors, question suivante. Donc, bonjour, nous réalisons un e-learning interne sur la sensibilisation des risques chimiques avec un émargement, mais sans attestation de fin de formation. Devons-nous la déclarer? Eh ben, en soi, la réponse est dans la question. Vous n'avez pas d'attestation de formation. Là, vous manquez d'un des trois critères d'éligibilité d'une formation à déclarer dans le passeport. Ce qui est dommage, parce que là, c'est un plus-value, c'est une belle plus-value que vous effectuez au sein de votre entreprise, sauf si c'est sur des procédures véritablement internes. Est-ce que ce que vous transmettez à travers cette formation e-learning, ce sont des compétences qui sont transférables dans une autre entreprise? Donc, il faut voilà, se référer euh, aux trois critères d'éligibilité de la formation. Ensuite, formation interne B0 H0 M0 Oui, évaluée par un QCM qui donne lieu à un titre d'habilitation. Je dois les renseigner sur le passeport, même si c'est déjà tracé dans notre logiciel interne. complètement. À vos logiciels internes, c'est pour votre suivi, pour vos évaluations. Comme nous, organismes de formation, on a beaucoup d'outils pour suivre justement ces évaluations. Euh, mais oui, là, typiquement, on est sur une formation à déclarer dans le passeport prévention. Et ce qui est d'autant plus utile, imaginez que vos collaborateurs, demain, un collaborateur formé en H0B0 quitte votre structure et est embauché par une autre entreprise. Il va pouvoir justifier qu'il a déjà sa formation H0B0 et qu'il a son habilitation. Alors, France Compétences exige un certificat de réalisation, mais le passeport, lui, exige l'attestation de formation. Quelle différence? Alors, le passeport prévention, il existe deux choses différentes. En fait, dès que vous êtes sur la page d'accueil, vous pouvez soit déclarer en fait une formation non certifiante et donc où on a juste une attestation de formation, ou il y a la deuxième option où on est sur une formation certifiante et on va pouvoir déclarer cette formation certifiante. C'est vraiment
deux options possibles sur le passeport prévention. Et dernière question. Oui, mais la communication du numéro de sécurité sociale ne répond pas au cadre RGPD. Si on demande à l'OF de se rapprocher du participant pour obtenir ce renseignement ou nous-mêmes employeurs, renseigner directement sur Net Entreprise. Parce que Alors, c'est... vous allez pouvoir demain, oui, vous renseigner par Net Entreprise si vous le souhaitez, et donc délester les organismes de formation de cette fonction. Mais aujourd'hui, pour répondre aux notions au cadre RGPD, vous pouvez avoir peut-être des moyens de transmission d'informations sécurisées, par exemple. Euh, on a même vu de la transmission de données par voie postale. Euh, mais demain, passer par exemple, comme on a pu le voir aussi, passer par un formateur qui va transmettre les entreprises, ça n'a pas été simple. Donc à vous de voir comment vous gérez cette politique RGPD en interne et avec l'organisme de formation à laquelle vous communiquez euh, ces numéros de sécurité sociale. Aujourd'hui, il y a le décret pour les collecter. Céline vient de nous poser une question. Oui. Alors, en tant qu'employeur, nous devons déclarer uniquement les formations internes? Alors, vous, en tant qu'employeur, deux missions, vérifier ce que les organismes de formation auront déclaré et évidemment, vos formations internes seront à déclarer. Mais je réinsiste, et là, je vais faire une répétition. Évidemment, si la formation que vous avez déployée en interne est éligible à la déclaration. Compétences transférables, en lien avec la santé et sécurité au travail et délivrance d'une attestation de formation. Voilà, bah, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Ouais. Bah, parfait. Au cas où s'il y en a, n'hésitez pas, il reste encore un tout petit peu de temps. Bah, Dans ça- tous les cas, le webinaire sera en replay sur notre chaîne YouTube. Il y a des personnes qui nous l'ont demandé déjà. Dès qu'il sera en ligne sur notre chaîne YouTube, vous en serez informés. Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi revoir le webinaire qui s'était déroulé en septembre. Ok. Bah, merci pour ces informations. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère avoir pu vous apporter un maximum de réponses. Je vous invite vraiment, hein, dès maintenant, n'attendez pas le mois de mars, hein, à aller sur le simulateur et à appliquer les bonnes pratiques que j'ai pu vous proposer. Merci beaucoup à tous. Merci pour vos messages. Merci d'avoir suivi. Merci Daya. Merci à toi, Geoffrey.